Pierre-Yves Augeron, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour le grand entretien du mois d'octobre. Et nous allons tout de suite démarrer avec les actualités du Cercle Aristote. Alors, les actualités du Cercle Aristote, c'est déjà les conférences. Les conférences, alors, je reprends depuis la 1er de novembre. Vous m'excuserez par rapport à la date de sortie de cet entretien. Le 4, un de mes jeunes et brillants analystes que je lance pour sa première conférence, il est spécialiste de l'histoire de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, mais surtout de la Chine. Il s'appelle Aurélien Bréau et il traitera du sujet Sun Yat-sen, le père de la Chine moderne. Pour ceux qui ne le savent pas, Sun Yat-sen est l'âme du premier gouvernement nationaliste qui est son idéologue. Il sera le père du nationalisme chinois moderne, qui se retrouvera entre autres dans l'idéologie du Kuomintang, mais également chez les maoïstes. Et c'est lui qui va être, disons, l'une des âmes de la Renaissance chinoise, après la longue dormition chinoise, qui culmine avec, symboliquement le sac du palais d'été, mais particulièrement les traités inégaux, qui sont toujours une arête dans la gorge de Pékin, et à raison. Nous allons recevoir, alors le colloque du 12 sur l'entreprise est reporté pour des questions de disponibilité de nos différents intervenants, donc ce sera le colloque annuel qu'aura lieu en juin, et puis voilà, donc je vous en reparlerai. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un report, vu que c'est très simple, nous avions 2 dates, la première n'intéressait que les provinciaux et la seconde que les parisiens, vous comprenez, ce sont les mésaventures de la France périphérique. Donc, plus intéressant, elle a une conférence exceptionnelle sur une histoire souterraine du capitalisme qui aura lieu le 18 novembre avec Danny Robert Dufour, philosophe et psychanalyste, un homme immense, qui vient de sortir un ouvrage dont une histoire secrète du souterraine du capitalisme est le sous-titre, et le titre exact étant Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme. C'est un peu raide, mais comme disait Dominique Strauss-Kahn au cinéma, on va pas non plus utiliser toute une boîte de Kleenex pour ça. Donc, ensuite nous aurons Laurent Oberton, le 25. Donc après nous aurons le 2 décembre René Cagnade, spécialiste de l'Asie centrale, sur l'Eurasie et l'Europe face à l'islam et aux grandes puissances. Le 9 décembre, nous aurons un débat entre Jean-Michel Salgon, auteur Perspective Libre du Dictionnaire des souverainistes, et David Dégouille, éditorialiste à Causeur, sur pourquoi les souverainistes perdent leur guerre, et je vous annonce une grande soirée le 16, grande soirée de signature de toute la rentrée littéraire Perspective Libre, dont je vais avoir l'honneur de vous présenter les 4 premiers ouvrages tout de suite. De retrouver tous vos auteurs, il y aura Norman Palma, Pierre Le Vigan, Thibaut Kerlerzin pour son ouvrage très attendu sur Soros, et beaucoup d'autres, le 16 décembre. Tout ça, c'est bien sûr au François Copé, un boulevard du Montparnasse, métro du Roc, notre café habituel du lundi. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous inscrire sur nos mailing lists cerclearistote@gmail.com pour recevoir le programme et être tenu au courant. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, nos Facebook, nos Twitter, notre compte Instagram. Et n'hésitez pas également à relayer nos conférences, à relayer les vidéos qui sortent et dont vous voyez qu'elles décollent en nombre de vues, et ça je vous en remercie beaucoup. Et n'hésitez pas également à nous aider même financièrement, ça va être la période des dons, donc jusqu'au 31 décembre pour ceux qui veulent un don défiscalisé, n'hésitez pas à nous joindre cerclearistote@gmail.com pour les détails. Nous avons également des dons simples par notre site, nous avons notre page Tipeee, vous pouvez également, le cas échéant, faire un chèque si vous préférez, ou le meilleur moyen de nous soutenir de manière agréable, c'est évidemment, entre autres, d'acheter nos productions. Et ça, je vais y revenir. Nous allons avoir une grosse rentrée littéraire avec 8 titres, un numéro de revue qui va être sur la décadence. Je ferai d'ailleurs une conférence à Strasbourg pour lancer ce numéro courant novembre. Et je vais essayer, à partir du 16 novembre jusqu'au 16 décembre, de faire un petit tour en France. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour voir si je passe à côté de chez vous.
pour, échanger entre nationaux sur nos travaux et aider les cercles de province qui se montent ou qui se sont déjà montés et que vous devez soutenir. Vous les trouverez tous dans la description de la vidéo, et dans notre onglet communauté, vous trouverez et liens, vous trouverez les différentes chaînes YouTube afférentes. Nous arrivons à nos ouvrages. Alors, nous avons un numéro sur la décadence parce que je tiens à le dire, ce numéro sera en précommande, je dis bien en précommande, hein, il est à l'imprimerie, ainsi que tous les autres ouvrages, donc je vais vous présenter les 4 premiers, il y en aura donc 3 autres dans la vidéo qui sortira vers le 15 novembre, et puis les vidéos de Noël et autres. Donc là, tout ceci pour l'instant est à l'imprimerie, donc c'est de la précommande. Donc c'est pour ça, je sais que vous nous critiquez un peu sur les délais, mais sachez bien qu'on est en sous-effectif et qu'on fait le maximum, croyez-moi. N'oubliez pas que, si vous voulez, cette culture invisible circule par vous, et quasiment uniquement par vous. Nous aurons quelques retours presse, de la presse amie, etc. Mais tout le reste, on ne nous fera aucun cadeau. Donc c'est votre responsabilité de faire connaître ces jeunes auteurs. Je rappelle également juste un point, que je ne vis pas de tout ça, loin, contrairement à d'autres, et je fais ça avant tout pour que de jeunes auteurs puissent avoir un éditeur propre en tant que premier éditeur, qui puisse, révéler des talents. Je pense, pour ceux qui se rappellent des nuls, que malheureusement quelqu'un m'avait surnommé le Raoul Bitambois du camp national, justement parce que découvreur de talent, pour ceux qui se rappellent du personnage iconique qui était fait, je crois, par Decaune lui-même, si mes souvenirs sont bons. Je vais vous présenter donc les quatre ouvrages qui vont sortir. Le premier, c'est La pensée fugitive. C'est l'ouvrage le plus compliqué qu'on va sortir, qui est une étude de la pensée, de la parole et du mouvement, qui est, si vous voulez, qui ravira, qui est fait par un jeune psychanalyste assez brillant, qui avait écrit d'ailleurs avec notre ami Léo dans Perspective Libre, si vous voulez, sur la lycanthropie. Rappelez-vous, c'est un article sur la lycanthropie, donc ce qu'on appelle vulgairement le lougarisme. Or, qui n'a rien à voir avec le fait de se changer en Roselyne Bachelot les soirs de pleine lune, mais mais qui est un phénomène psychologique dont Roselyne Bachelot n'est pas capable, parce que bon, il y a quand même un nombre de neurones minimum, donc, et de synapses valides minimum. En réalité, cet ouvrage est une contribution, là, pour le coup, de philosophie pure. Là, pour le coup, c'est ceux qui aiment vraiment les articulations, qu'est-ce que le mot, qu'est-ce que le langage, quel est le lien du langage. Cet ouvrage repense tout ça à nouveau frais, et avait été refusé par de grandes maisons d'édition de philo pour le seul motif que son auteur n'était pas connu. Alors c'est un ouvrage difficile, hein, je le dis sincèrement, mais pour tous ceux qui aiment les liens de la parole et de l'action, les liens du cerveau et de la parole, de l'esprit et de l'esprit du dire, je pense que c'est un ouvrage qui peut faire son effet. Il est en précommande donc sur notre site et bientôt sur toutes les centrales de vente. Ensuite, Le Grand Empêchement de Pierre Le Vigan. Qui est Pierre Le Vigan ? C'est, pour ceux qui sont des habitués du Cercle Aristote, c'est un nom que vous connaissez, vu qu'il a écrit dans Perspective Libre, il a présenté ses livres chez nous, dont le dernier d'ailleurs de manière très récente, qui est une conférence sur le nihilisme. Pierre Le Vigan est philosophe, urbaniste de métier, et il a travaillé avec nous. Disons que c'est un compagnon de route depuis un certain temps, et là nous publions pour la première fois un de ses livres, qui est un gros ouvrage, de près de 380 pages, qui est une critique du libéralisme sur différents points, qui, disons, reprend en partie la dialectique michéenne, mais va bien au-delà sur différents sujets. Et en réalité, pourquoi Grand Empêchement ? Si vous voulez, le meilleur, c'est, puisque vous allez voir la couverture juste à côté de moi, en réalité, il y a dans l'anthropologie libérale, parce que le libéralisme a été grand quand c'est un propos d'un auteur que j'aimerais faire traduire, et qui est Daniel Mahoney, qui a d'ailleurs qui est un des plus grands spécialistes du général de Gaulle aux États-Unis, qui est d'ailleurs lui un vrai straussien, donc un véritable élève de Léo Strauss, à ne pas confondre, vu qu'on
on glosse sur les néoconservateurs parce qu'en fait on n'y connaît rien en France. Mahonnet est un vrai néo-ancien. Il avait fait un ouvrage qui s'appelait les fondements conservateurs du libéralisme. En réalité, le libéralisme est arrivé à être fort comme système, comme pensée politique, parce qu'il reposait sur une anthropologie nécessairement conservatrice. Si vous voulez, qu'on le veuille ou pas, une anthropologie, c'est ce qui est conservé par le temps et validé par le temps. Une anthropologie dégénérée, si vous voulez, on peut dire ce qu'on veut disons de nos sympathiques. Je vais vous donner un exemple de nos sympathiques postmodernes qui trouvent qu'au Muséum d'histoire naturelle, il y a 52% d'animaux mâles et 48% d'animaux femelles, et que c'est une catastrophe, si vous voulez, civilisationnelle, ce qui au passage, excusez-moi, est d'un sexisme atroce. Parce que, qui vous dit que le rhinocéros laineux que vous avez en face de vous, parce qu'il a des attributs mâles, est un mâle, et qu'il ne s'identifie pas, ou qu'il ne s'identifiait pas, si vous voulez, comme un pivert transsexuel. Pourquoi l'assignez-vous à un sexe, et même à une espèce, si vous voulez, la réaction se cache partout. Soyons vigilants. Et je pense que des gens qui pensent sincèrement que d'aller remonter les poils et les jupes d'animaux décomposés et empaillés au Muséum d'histoire naturelle et de devoir imposer ça au monde comme une question primordiale, je pense que oui, ça fera pas de belles ruines. Et ça fera pas de petits. Donc qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a une part conservatrice dans l'anthropologie. Ce qui n'implique pas de nier ni le rôle du hasard, ni le rôle d'un côté anarchique et, comment dire, et polyphonique du vivant. Mais néanmoins, je suis désolé de le dire, mais comme disait Malraux, le néant on peut le penser, on peut pas le vivre. Monsieur Hanouna finira par l'apprendre. Donc, le problème c'est que cette anthropologie, l'ère libérale l'a quasiment entièrement liquidée dans les pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, à des parts de population près. Et donc, on arrive dans la société du grand empêchement dont nous parle Pierre Le Vigan. C'est-à-dire que, pour reprendre la formule clouscardienne, tout est permis, mais rien n'est possible. Vous aurez d'ailleurs sur Michel Clouscar et la décadence, une superbe étude d'un jeune homme qui fait ses premières armes dans Perspective Libre dans le numéro Décadence. Et donc, Pierre Le Vigan, qui a été au confluent de différents mouvements antilibéraux plutôt qu'à l'assez à droite, propose des voies, justement, pas pour sortir de l'époque libérale, mais pour acter le fait que le libéralisme est aujourd'hui son principal ennemi et qu'il s'effondre sur lui-même. Ensuite, dans son effondrement, il peut nous tuer. C'est vrai. C'est possible. Il ne tuera pas les autres civilisations. Moi, c'est ce que c'est ce que j'avais dit aux eurocrates quand je les croisais de manière régulière. Vous ne vaincrez pas l'Asie, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire le punkette à cheveux bleus, je pense sincèrement asexué, disons, à l'identité fluide, à l'immobilité dans le sang. Si vous voulez, cet être sauterelle que le grand psychanalyste Sachs appelait l'individu youmien, du nom de cette maladie en psychiatrie, qui sont ces gens qui, toutes les 10 ou 15 minutes, oublient d'où ils viennent, oublient qui ils sont, et recommencent petit à petit, sans attache, sans rien. Vous avez pour les cinéphiles, une belle réflexion sur cette maladie dans le thriller Memento, avec Carrie-Anne Moss. La Trinity, pour ceux qui ne voient pas qui est Carrie-Anne Moss. Et cet individu terminal, eh bien, c'est justement l'ébauche de ce conflit anthropologique entre nous et ça. Parce que c'est un être sans ego, c'est un individu roi qui n'est plus une individualité, c'est un être d'après les êtres. Et c'est toutes ces réflexions et quelques autres encore à laquelle vous invite ce livre. Ensuite, le nouveau roi Norman Palmer, Dieu de tous les hommes, avec toujours les magnifiques couvertures de notre camarade Jean-Philippe,
Norman Palma poursuit une réflexion qu'il avait déjà commencé avec Dieu et la Terre, et qui en prépare une dernière, ça va être sa trilogie sur le phénomène religieux, sur la structure des deux nations, Dieu et la Terre, c'est-à-dire comment le fait religieux s'accapare le territoire, et donc les hommes. À travers Dieu de tous les hommes, Norman Palma fait une réflexion sur la notion de grand esprit. C'est-à-dire comment, comme Dieu et la Terre, il poursuit la trame de Dieu et la Terre, c'est-à-dire comment penser Dieu, un Dieu qui ne soit pas un Dieu communautaire et un Dieu imposé. Vous allez me dire, ça existe déjà, il y a les spiritualités d'Extrême-Orient. Et Rougeron est bien placé, vu que, comme il est méchant, il est converti à une religion non européenne. Le bouddhisme n'est pas une religion au sens où vous l'entendez. Après, vous dire, oui, mais il y a le christianisme. Le christianisme, même dans son versant catholique, premièrement, et d'ailleurs ça se voit dans les rapports exécrables que beaucoup de gens entretiennent avec la figure du pape François, parce qu'il est latino-américain, le christianisme est un fait européen. Et enfin, en tout cas, le christianisme tel qu'il est pensé aujourd'hui est d'une matrice européenne. Ce n'est plus la religion d'Orient qu'il a été, et que nous avons européanisé. Donc, européanisé, ça veut pas dire forêt noire, je dis ça pour les casques à pointe, ça veut dire celtisé, ça veut dire romanisé, ça veut dire hellénisé. Que le christianisme soit redevenu une religion étrangère après Vatican II, j'y reviens dans la vidéo doctrinale que vous aurez au cours du mois de novembre. Néanmoins, quand vous êtes en terre latino-américaine, dans des terres qui ont été converties de force, et où l'Église a toujours été du côté, et là je parle pas du brave curé de base qui généralement a suivi ses ouailles dans la révolte, et souvent a suivi ses ouailles dans la torture, le pape François en sait quelque chose, vu qu'il était péroniste, mais la haute Église a toujours suivi la bourgeoisie. Donc c'est néanmoins quelque chose qui a été impulsé du dehors. Et en réalité, Norman Palma n'est pas du tout anticatholique. Il a même un rapport, ne serait-ce même qu'à la colonisation, lui qui est nicaraguayen d'origine, qui moi me désarme. Quand il m'a dit, bon, oui, ça a été violent, mais ça nous a apporté Aristote, je fais, bon, il est pas rancunier, pépère. Mais si vous voulez, c'est une réflexion sur comment penser Dieu aujourd'hui, vu que l'athéisme total, c'est-à-dire de croire en la mort, c'est-à-dire de croire que, après, comme disait Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, vous allez devenir tout froid, et tout va s'arrêter. Croire à ce que De Gaulle appelait le néant et le froid éternel, c'est horrible, une éternité de vide. Les hommes ont besoin de croire. Le problème, c'est comment penser Dieu aujourd'hui. C'est la question de Dieu de tous les hommes, l'absolu éthique, c'est-à-dire comment avoir cet absolu éthique, cet absolu sans lequel, ça c'est la formule de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et c'est vrai que nous avons aussi besoin de voir des points fixes dans la condition humaine, ce qui n'inclut pas de rejeter ni le progrès, ni le prométhéisme, mais juste de dire qu'il y a des points où quand on va trop loin, la dignité des hommes a le droit de se révolter, a le droit de s'opposer. Et ce point doit bien être ancré sur quelque chose. Sur la philosophie, sur la foi, sur ce que vous voulez, mais ce point doit être fixé sur quelque chose. Car s'il est perpétuellement renégociable, alors les frontières du juste et de l'injuste, du bien et du mal, de l'inhumain et de l'humain, tout est négociable. Le problème, c'est qu'à ce jeu-là, c'est les peuples qui vont perdre. Parce qu'il y a des gens qui savent tout négocier. Généralement, ils sont tous du côté du manche. Parce que c'est le seul endroit où vous avez intérêt à ce que tout soit négociable. Sauf une chose, vous. C'est d'ailleurs ce que le président Macron nous apprend perpétuellement, c'est-à-dire que tout est négociable en France, sauf lui. Dernier point, je vous ferai une deuxième vidéo sur les 3 autres ouvrages qui vont venir, sur Macron, le président liquide, ça va être pour le petit, sur
vers les États désunis, c'est-à-dire les potentialités de sécession de parts entières du territoire américain, et un dernier ouvrage sur le Jobbik, c'est-à-dire comment l'extrême droite hongroise collabore avec l'Union européenne, et une réflexion plus étendue sur comment les leveurs de bras et leveurs de coudes sont les bons soldats de l'européiste à l'Est. Tout ça au nom du plus jamais ça la fout un peu mal. Nous en reparlerons d'ailleurs sur cette affaire ignoble de réécriture historique à laquelle le Parlement européen s'est prêté il y a quelques semaines de cela. Et le dernier ouvrage, c'est le Soros, l'impérial, de mon camarade Thibaut Carlerzin, que vous connaissez déjà. Premièrement parce que sans nécessairement le connaître, vous avez peut-être vu le site depuis plusieurs années Soros Wars, sur les Soros Wars. Thibaut est un des grands spécialistes en France des ONG. Il a écrit d'ailleurs un très bel ouvrage sur Greenpeace qu'il était venu présenter au Cercle Aristote, et là il nous revient avec Soros l'impérial, qui est une étude d'intelligence économique dite au plus haut niveau sur Soros, sur l'homme, et beaucoup plus d'ailleurs sur l'architecture des réseaux Soros et de l'Open Society. C'est un travail à la fois de géopolitique profonde et deuxièmement un travail de méthode, qui est comment on recoupe une information, comment on la traite et comment on se bat avec sur le terrain de l'affrontement cognitif. Vous verrez très bientôt une présentation par Thibaut de ce livre qui va être, je pense, passionnant. Voilà, c'était les actualités du Cercle. Vous voudriez écrire, n'hésitez pas, nous avons des revues dans lesquelles vous pouvez écrire. Attention, ce sont des revues à comité de lecture, donc si l'article n'est pas bon, il sera rejeté. Mais si vous avez un sujet intéressant, nous vous soutiendrons.